La cité de pierre du Machu Picchu est l'un des sites archéologiques les plus fascinants de la planète. Creusées dans les montagnes du Pérou, des structures de pierre d'une telle précision défient les limites de l'ingénierie antique. Des blocs pesant des dizaines de tonnes s'emboîtent parfaitement. Aucun liant, aucune erreur visible, aucune méthode de construction apparente. Pendant des générations, les chercheurs ont proposé des théories, effectué des calculs et débattu des chronologies. Pourtant, aucun n'a pu expliquer pleinement ce que nous voyons. Mais aujourd'hui, l'imagerie de pointe, l'analyse des matériaux et des preuves longtemps ignorées sont en train de réécrire l'histoire. La véritable signification de ces ruines se précise enfin. Et la réalité est plus troublante que les légendes ne l'ont jamais laissé entendre. L'énigme des Andes, ce que nous voyons aujourd'hui. Bien au-dessus de la ligne des nuages, là où l'air raréfié et mordant et où les montagnes s'étirent comme des géants endormis, se cache un mystère gravé dans la pierre. Au premier abord, les imposantes parois de Sacsayhuaman perchées au-dessus de l'ancienne cité de Cusco semblent être des vestiges d'un autre âge. Mais en s'approchant, l'énigme s'épaissit. D'immenses blocs, dont certains pèsent plus de 100 tonnes, sont imbriqués avec une précision qui semble dépasser même les techniques de construction modernes. Ni mortier, ni jeu. Juste une perfection d'assemblage sans jointure qui a résisté sans faille pendant des siècles aux inondations, aux invasions et aux tremblements de terre qui ont réduit des villes entières en ruines. Poursuivez votre chemin jusqu'à Ollantaytambo et l'énigme se complexifie. Situé à près de 2,8 mètres d'altitude, ce complexe de temples fortifiés abrite des pierres si massives que les ingénieurs d'aujourd'hui admettent qu'il serait difficile de les déplacer avec des grues modernes. Ces monolithes ont été extraits, taillés et transportés à travers un terrain escarpé et accidenté, sans roues, sans acier, ni même d'écriture. Ce site est plus qu'une merveille. C'est un défi à toute logique. Il y a aussi le Machu Picchu joyau de l'Empire Inca, souvent admiré pour sa beauté, mais rarement compris pour sa construction impossible. Bâti sur une crête montagneuse ténue, sujette au glissement de terrain et au séisme, la cité repose sur un réseau complexe de terrasses et de systèmes de drainage qui témoignent non seulement d'un savoir-faire technique exceptionnel, mais aussi d'une planification environnementale à long terme. Ici aussi, les pierres sont taillées et assemblées avec une précision remarquable même au microscope. Certains joints sont si fins qu'aucun cheveu ne pourrait s'y glisser. Partout dans ces ruines, un motif se dessine des principes de conception avancés. Un artisanat méticuleux et des pierres mégalithiques déplacées et posées avec une précision digne des machines numériques et non d'outils primitifs. Ce qui rend ces constructions encore plus impressionnantes, c'est le choix des matériaux. Elles ne sont pas faites de calcaire tendre ou d'argile. Nombre d'entre elles sont construites en diorite et en pierre si dure qu'elles se situent juste en dessous du diamant sur l'échelle de Mohs. Pourtant, les bâtisseurs de l'Antiquité les ont façonnées avec des courbes, des angles et des joints qui semblent fondus ou moulés. Chose impossible avec les outils en bronze ou en cuivre connus à l'époque. Les géologues et les géomètres modernes ont effectué des relevés localisés des carrières à des kilomètres de distance et tenté de reconstituer la logistique. Mais malgré toutes nos grues, nos camions et nos lasers, le processus de découpe de transport et d'ajustement de ces pierres reste presque entièrement inexpliqué. Les carrières de Sacsayhuaman, par exemple, se trouvent à plusieurs kilomètres de là, et le trajet comprend des ravins profonds, des pentes abruptes et aucune route plate. On n'y trouve aucune trace de roues d'animaux de trait capables de transporter de telles charges, ni d'outils sophistiqués, seulement des pierres assemblées avec une perfection quasi surnaturelle. Ce qui est encore plus troublant, c'est la façon dont ces ruines ont survécu à des siècles d'activité sismique. Le Pérou est situé sur une faille sismique et des tremblements de terre ont secoué ces villes à maintes reprises. Les bâtiments coloniaux espagnols construits des siècles plus tard selon les méthodes de maçonnerie européennes s'effondrèrent sous la pression. Pourtant, ces anciens murs mégalithiques se sont courbés et ont résisté comme s'ils avaient été conçus pour résister à de violents mouvements tectoniques. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais d'une conception réfléchie. Plus on s'enfonce dans les Andes, plus les preuves se multiplient. Des dizaines de sites moins connus, Pisac, Taipon, Moray, présentent la même caractéristique. Une maçonnerie parfaite des constructions en haute altitude et un travail de la pierre d'une complexité fascinante. Chaque site, aussi isolé soit-il, porte l'empreinte indéniable d'une intelligence qui a appréhendé le paysage, la pérennité et les matériaux bien au-delà de ce que l'histoire régionale traditionnelle relate.
La taille, la précision et les matériaux utilisés remettent en question toutes les idées reçues sur ce que les sociétés anciennes auraient pu accomplir. Il ne s'agit pas d'abris rudimentaires ni même de pyramides élémentaires. C'est quelque chose de totalement différent, une signature architecturale suggérant un savoir perdu ou une intelligence bien plus avancée que ce que l'histoire nous permet de comprendre. Alors, comment ont-ils fait? Comment ces merveilles mégalithiques ont-elles été façonnées, transportées et assemblées avec une précision aussi incroyable sans les outils, les méthodes et les technologies dont nous dépendons aujourd'hui? Des prouesses d'ingénierie impossibles, des preuves qui défient les limites humaines. Face aux murs mégalithiques de Sacsayhuaman ou au temple solaire d'Ollantaybo, une seule question vous assaille. Comment, non pas à quel point c'est extraordinaire, mais comment cela a-t-il été réalisé? Car aussi minutieusement que soit votre exploration des manuels, des guides d'ingénierie ou des documents historiques, vous ne trouverez pas de réponse claire. Ce qui subsiste, ce sont des preuves matérielles, pierres, mesures, masse et géométrie, qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur la construction antique. Commençons par leur ampleur même. Certaines pierres des sites des hauts plateaux péruviens pèsent entre 5 et 120 tonnes. Quelques-unes dépasseraient même les 200 tonnes. Elles n'ont pas été taillées sur place à partir de roches locales. Nombre d'entre elles ont été transportées depuis des carrières situées à des kilomètres de là, non pas à travers des terrains plats, mais le long de sentiers de montagnes escarpés en traversant des rivières et en gravissant des pentes abruptes. On ne trouve aucune trace de roues, ni d'animaux capables de tirer de telles charges, ni de vestiges d'infrastructures nécessaires au transport par traîneau. Plus étonnant encore est ce qui s'est produit une fois les pierres arrivées. Ces bâtisseurs ne se contentaient pas d'empiler des blocs. Ils sculptaient chaque pierre comme une pièce de puzzle, façonnant des angles complexes et des surfaces aux multiples facettes qui s'emboîtaient parfaitement. À Sacayan, certaines pierres sont reliées entre elles par jusqu'à 12 blocs voisins. Chaque joint est précis. Aucun mortier ne les lie. Pourtant, elles n'ont pas bougé depuis plus de 500 ans. Lors de puissants séismes régionaux des églises coloniales espagnoles se sont fracturées et effondrées, tandis que les murs anciens sont restés debout, se pliant sous les secousses comme s'ils avaient été construits selon les principes parasismiques. Ce style de maçonnerie est connu sous le nom de maçonnerie polygonale et n'a pas de véritable équivalent dans l'architecture classique. Les ingénieurs modernes, y compris certains ayant étudié les ruines de Visu, admettent ouvertement que reproduire ces résultats aujourd'hui serait un désastre logistique et financier. Même avec des grues, des outils diamantés et la conception assistée par ordinateur, le problème des outils reste peut-être le plus énigmatique. On pense que les Incas et les civilisations qui les ont précédés n'avaient accès qu'à des outils en bronze ou en cuivre. Or, les pierres qu'ils ont taillées comme l'andite et la diorite sont plus dures que ces métaux. En termes modernes, c'est comme essayer de sculpter du verre avec une cuillère en plastique. Les géologues confirment que le travail de la diorite exige des outils d'une dureté égale ou supérieure à celle de la pierre elle-même. Il n'existe aucune preuve archéologique, aucun outil découvert, aucun site de fonte, aucun résidu qui explique comment ces pierres extrêmement dures ont été travaillées avec une telle précision. Les marques de coupe. Cela ajoute une autre dimension au mystère. Certaines pierres présentent des entailles longues et lisses, semblables à celles produites par les scies circulaires modernes. D'autres arborent des faces parfaitement planes et des angles vifs à 90 degrés, comme si elles avaient été usinées par des fraiseuses industrielles. À plusieurs endroits, des blocs semblent même avoir été ramollis ou modelés. La pierre des 12 angles à Cusco en est un parfait exemple. Elle s'emboîte si parfaitement avec les pierres environnantes, avec une telle complexité que beaucoup pensent qu'elle n'a pas été taillée, mais façonnée à l'état malléable comme de l'argile. Pourtant, aucun processus naturel ni réaction chimique n'est connu pour ramollir la diorite sans une chaleur industrielle extrême ou des acides puissants. Deux éléments qui n'existaient pas dans le Pérou antique. Et pourtant, ces pierres sont toujours là. Certains chercheurs suggèrent que les bâtisseurs de l'Antiquité utilisaient peut-être une méthode oubliée pour modifier temporairement la structure moléculaire de la pierre, par exemple grâce à des fréquences sonores ou des techniques à haute température. D'autres proposent l'utilisation de substances chimiques végétales inconnues qui auraient pu permettre à la pierre de se ramollir. Au 20e siècle, l'explorateur et biologiste péruvien Percy Fawcett a consigné des légendes indigènes concernant une plante capable d'adoucir la pierre.
Des récits similaires apparaissent dans le folklore amazonien, mais aucune confirmation scientifique n'a jamais été apportée. De plus, certaines pierres de Tambo présentent des encoches qui semblent avoir été réalisées à la machine. À Sakai Huaman, certains blocs montrent des creux en forme de cuillère, comme si d'importantes sections avaient été enlevées à l'aide d'un outil de la taille d'un torse humain. Lisses uniformes et d'une étrange symétrie, ces marques ne correspondent pas aux ébréchures grossières que l'on attendrait d'outils portatifs. De plus, ces structures imposantes étaient non seulement robustes, mais aussi d'une fonctionnalité ingénieuse. Les canaux de drainage, les calculs de pente et les systèmes d'écoulement de l'eau étaient directement intégrés à la pierre. Les terrasses n'avaient rien d'ornemental. Elles servaient à gérer les eaux pluviales et à prévenir les glissements de terrain. À Machu Picchu, un système d'adduction d'eau dissimulé fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Une telle planification exige non seulement des connaissances géologiques et hydrologiques pointues, mais aussi une vision environnementale à long terme. Certains affirment que les bâtisseurs ont misé sur l'ingéniosité, la main-d'œuvre et le temps. Mais cette explication ne tient pas. Avec les outils et les techniques qui leur étaient généralement attribués, la construction de nombre de ces édifices aurait nécessité des générations. Les Incas, dont la civilisation a émergé au 13e siècle, n'avaient tout simplement pas ce temps. Plus important encore, ils n'ont jamais prétendu avoir construit ces mégalithes. Selon leur propre tradition orale, ils les ont hérités de peuples antérieurs. Plus l'enquête progresse, plus la conclusion s'impose. Ces structures ne sont pas le fruit du hasard, de la chance ou de la force brute. Elles ont été conçues, planifiées et réalisées avec un niveau de compétence et de savoir-faire qui surpassait tout ce qui existait dans le monde antique et qui, dans certains cas, rivalise même avec le nôtre. Alors, si les outils ne correspondent pas et que la chronologie ne concorde pas, quelle conclusion la science peut-elle tirer? Que se passe-t-il lorsque les archéologues, les géologues et les ingénieurs examinent ces structures de près que révèlent les archives anciennes et la science? Malgré tout le mystère qui entoure les ruines mégalithiques du Pérou, la vérité la plus ignorée est peut-être celle-ci. Les Incas n'ont jamais prétendu les avoir construites. En réalité, lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent au 16e siècle et contemplèrent avec admiration les murailles cyclopéennes de Cusco et de Sacayán, ils demandèrent aux Incas comment de telles constructions avaient été réalisées. La réponse était toujours la même, et sans équivoque, elles existaient déjà avant nous. Les Incas, largement admirés pour leur talent architectural, ont effectivement créé des œuvres remarquables, réseaux de terrasses, temples et routes. Mais leur maçonnerie, aussi impressionnante soit-elle, est loin d'égaler les pierres plus anciennes, plus grandes et plus précisément taillées qui constituent les fondations de nombreux sites sacrés. En de nombreux endroits, les structures incas sont construites directement sur ou autour de maçonneries bien plus anciennes. Cette construction par strates raconte une histoire discrète mais puissante. Ce qui se trouve en dessous était antérieur et était plus solide, plus ingénieux et plus avancé. Alors, que dit la science? Il est impossible de dater la pierre elle-même à l'aide de techniques basées sur le carbone, comme la datation au radiocarbone. La pierre ne contient aucune matière organique permettant de mesurer sa décomposition. Cependant, les archéologues peuvent dater les restes organiques, le bois, le charbon de bois et les ossements trouvés à proximité, intégrés aux couches de construction ou entre les pierres. Or, ces datations contredisent souvent les calendriers établis. Dans plusieurs cas, des échantillons de carbone prélevés près des couches les plus profondes d'anciens murs datent de plusieurs milliers d'années avant l'Empire Inca. Certains indices suggèrent une présence humaine dans les Andes, remontant à 4.0 à 5.0 ans, voire plus. Bien que cela ne permette pas d'identifier avec certitude les bâtisseurs de ces murs mégalithiques, dont les imposantes structures de pierre recèlent peut-être des secrets plus anciens que les Incas eux-mêmes, cela témoigne fortement d'une présence humaine avancée bien avant l'avènement du pouvoir Inca. Des géologues participent également au débat. L'analyse des types de pierres utilisées sur les principaux sites révèle des difficultés logistiques complexes. Par exemple, de nombreuses pierres d'Ollantaytambo proviennent de l'autre côté d'une rivière sur un versant montagneux escarpé situé à plusieurs kilomètres de là. Le transport de blocs de plusieurs tonnes depuis cet endroit jusqu'au site sans outils en acier rousse ni grue demeure difficile même aujourd'hui. Les études de terrain ne révèlent aucune trace de routes importantes, de rampes ou de systèmes mécaniques susceptibles d'expliquer ce transport. Le paysage lui-même se prête mal aux explications traditionnelles en matière de transport. Plus troublantes encore sont les marques d'outils ou leur absence.
À l'examen microscopique, certaines surfaces de pierre apparaissent anormalement lisses comme polies à la machine. D'autres présentent des marques compatibles avec une découpe rotative à grande vitesse impossible à réaliser avec des outils en bronze ou des marteaux en pierre. Une étude de 2022, publiée dans une revue de géosciences et évaluée par des pairs, a analysé les rainures de surface sur plusieurs sites péruviens et a conclu qu'elles ne pouvaient pas avoir été produites par les seules méthodes de burinage classiques. Les chercheurs se sont abstenus de proposer des explications, mais leur conclusion laisse la question ouverte. Des recherches supplémentaires sur les techniques de taille de pierre encore inconnues sont nécessaires. L'imagerie satellitaire et la numérisation LAR ont également transformé la manière dont ces sites sont étudiés. Sous la terre de la vallée sacrée et des hauts plateaux environnants, des structures cachées apparaissent, des motifs géométriques, des terrasses enfouies et même de vastes chambres souterraines. Certaines de ces formations reflètent les formes et les orientations des ruines visibles, suggérant un plan urbain organisé plutôt que des temples isolés. À Sakai Juan, l'IDAR a mis au jour des passages souterrains et de grands espaces creux sous la forteresse, peut-être des tunnels ou des systèmes d'adduction d'eau encore inexplorés. Si cela s'avère exact, cela suggère que ce qui émerge du sol n'est qu'une infime partie d'un complexe d'ingénierie bien plus vaste. Il y a aussi la question des alignements astronomiques. Des sites comme le Machu Picchu et le temple de Coricancha à Cusco sont positionnés avec une précision étonnante par rapport aux solstices, aux équinoxes et aux cycles célestes. Le Coricancha, en particulier, repose sur une base mégalithique alignée sur le lever du soleil du solstice de juin à une fraction de degré près. Un tel résultat exige bien plus que de l'observation. Il requiert une ingénierie de précision. Pas d'estimation approximative, pas d'expérimentation, uniquement des calculs précis. Ces dernières années, certains archéologues ont commencé à remettre ouvertement en question la chronologie établie. En 2024, une table ronde à l'Université de San Marcos à Lima a réuni des spécialistes en archéologie, géologie et génie civil. Plusieurs participants ont constaté l'émergence d'un consensus. Il subsiste des questions non résolues que les modèles historiques actuels ne peuvent expliquer. Il ne s'agit pas de voies marginales. Ce sont des chercheurs qualifiés qui s'appuient sur des preuves matérielles. Le véritable mystère n'est peut-être pas de savoir qui a construit ces structures, mais comment ils y sont parvenus avec les ressources supposées disponibles à l'époque. Si la chronologie est erronée, les outils inadéquats et les bâtisseurs non incas, quelle civilisation possédait alors le savoir et les capacités nécessaires pour accomplir un tel exploit? Des théories ancrées dans la réalité. À ce stade, un fait s'impose clairement. Les vestiges mégalithiques du Pérou dépassent de loin ce que l'histoire traditionnelle attribue aux anciens humains. Les pierres sont trop massives, les tailles trop précises et l'ingénierie trop sophistiquée. Si les Incas n'ont pas construit ces fondations colossales, et si même les technologies modernes peineraient à les reproduire aujourd'hui, alors qui les a érigées? Pour trouver une réponse pertinente, il faut d'abord se défaire des idées reçues. Depuis plus d'un siècle, l'archéologie dominante s'appuie sur un modèle linéaire de l'histoire humaine, l'idée que la civilisation progresse lentement et régulièrement du simple au complexe. Mais si ce modèle était incomplet, et si des connaissances très avancées avaient jadis existé au sein de cultures isolées aujourd'hui effacées par le temps, une théorie qui gagne en popularité auprès des chercheurs professionnels comme indépendants suggèrent qu'une civilisation pré-Inca dotée d'une compréhension technique avancée aurait prospéré dans les Andes bien avant l'apparition de l'écriture. Il ne s'agirait pas de technologies modernes comme les lasers ou les machines, mais plutôt d'une maîtrise profonde des matériaux de la physique, de l'astronomie et des forces naturelles. Certains avancent que cette culture inconnue a développé des techniques de travail de la pierre qui ont ensuite disparu des archives historiques. Qu'il s'agisse de ramollissement par vibration, de traitement thermique ou de procédés chimiques d'origine végétale. Les indices laissent penser que ces bâtisseurs savaient manipuler la pierre à l'échelle moléculaire. Cette idée n'est pas une simple spéculation. Sur d'autres sites antiques à travers le monde comme Baalbek au Liban, Göbekli en Turquie et les grandes pyramides d'Égypte, on observe le même schéma des pierres colossales. Une précision inexpliquée et des récits d'origine restés sans réponse. Ces sites séparés par d'immenses distances partagent pourtant une signature architecturale frappante, comme si différentes cultures avaient appliqué des versions d'une science universelle disparue. Voyez plutôt, les sociétés anciennes du monde entier ont transmis des récits de prédécesseurs d'âge d'or détruits par une catastrophe.
Les Incas parlaient de Viracha, un être divin apparu après un grand déluge pour restaurer la civilisation grâce à des pouvoirs inconnus. C'était la porte d'entrée sud de Cusco, un véritable goulot d'étranglement. Pour y accéder, il fallait la franchir. Les Grecs parlaient de l'Atlantide. Les Sumériens mentionnaient des êtres supérieurs dans l'épopée de Gilgamesh. Ces récits ne sont peut-être pas des histoires littérales, mais ils suggèrent une mémoire collective d'un événement plus vaste, un bouleversement planétaire suivi d'une reconstruction. Si un tel événement s'était produit, une catastrophe naturelle massive, par exemple, il aurait pu anéantir des civilisations entières, ne laissant derrière lui que leurs créations les plus résistantes. La pierre ne se décompose pas et ne brûle pas. Elle survit. Et c'est peut-être tout ce qui reste d'une société jadis florissante, des murs, des fondations et un savoir oublié, inscrit dans leur conception. Cela vous paraît-il improbable? La science moderne commence à explorer cette possibilité. En 2023, des chercheurs de l'Université d'Oxford ont publié un article examinant l'amnésie technologique. L'idée que certaines compétences ou technologies peuvent se perdre au fil des générations à cause de catastrophes de migration ou d'effondrements sociétaux est au cœur de cette réflexion. Les chercheurs ont cité les ruines mégalithiques du Pérou comme exemple suggérant l'existence possible d'anciennes techniques de travail de la pierre jamais consignées ni transmises de mémoire. Une autre perspective s'intéresse à l'acoustique. Sur plusieurs sites péruviens dont Ollantaytambo et le Temple du Soleil, des effets acoustiques inhabituels ont été observés. Des applaudissements ou des voix résonnent avec une clarté surprenante, laissant supposer une conception sonore intentionnelle. Le son aurait-il pu servir non seulement aux cérémonies, mais aussi comme outil de construction? Des expériences en laboratoire montrent que certaines fréquences sonores peuvent, dans certaines conditions, déplacer ou fracturer des matériaux. Bien que cela reste expérimental, ce phénomène rejoint d'anciennes légendes évoquant des chants ou des tonalités capables de déplacer des montagnes. Il y a aussi l'idée de manipulation magnétique. Certaines pierres de sites antiques présentent de petites anomalies magnétiques, mais néanmoins notables. Une hypothèse suggère que les bâtisseurs comprenaient suffisamment bien le magnétisme naturel pour l'utiliser lors de la construction, peut-être pour équilibrer ou soulever des pierres. Là encore, la science est en plein développement, mais les schémas existent et restent à expliquer. Point crucial, aucune de ces théories ne fait appel aux extraterrestres, à la magie ou à la science-fiction. Elles convergent plutôt vers une conclusion plus simple et plus troublante. L'histoire de l'humanité est plus profonde et plus complexe que ce que l'on nous enseigne. Le savoir de pointe ne rime pas toujours avec gratte-ciel ou électricité. Parfois, elle se cache à la vue de tous gravés dans la pierre incomprise et négligée. Si ces bâtisseurs n'étaient pas primitifs et leur méthode pas impossible, alors le mystère ne réside peut-être pas dans les ruines elles-mêmes, mais plutôt dans notre compréhension qui demeure incomplète. Avez-vous visité le Pérou ou ses sites? Partagez votre avis ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'actualités.